Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. VueDailleurs.com, vous le savez maintenant, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé internationale, politique, économie, levée de fonds, il y a même une colonne opinion, spiritualité. Je vous invite à consulter ces rubriques et je vous le disais, la rubrique également spiritualité. Alors dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles et puis il y aura une interview avec un grand dirigeant d'entreprise. Le forum de Davos, qui est le grand rendez-vous des dirigeants du début d'année, n'aura pas lieu puisqu'il se déroule cette fois seulement en mode digital. Ça ne se passera pas dans les montagnes suisses, mais ça aura lieu du lundi 25 au vendredi 22 janvier. En fait, c'était cette semaine. Il réunit en tout 1500 dirigeants mondiaux et pour l'instant, un autre événement présentiel est prévu à Singapour du 13 au 16 mai. En tout cas, l'événement virtuel a pour thème une année cruciale pour reconstruire la confiance. Il invite les dirigeants à regarder au-delà de la crise du coronavirus. Klaus Schwab, qui est le fondateur du forum de Davos, a voulu également évoquer le thème du climat. John Kerry s'est fait l'envoyé spécial de la nouvelle administration américaine. C'est lui l'homme chargé du dossier climatique. Pour le président Joe Biden, il s'adresse aux dirigeants politiques et aux responsables d'entreprises pour leur expliquer la feuille de route sur le climat des États-Unis et de la nouvelle administration. Lors de la première journée, le président chinois Xi Jinping, qui n'a pas participé au forum depuis 2017, était censé prononcer un discours et mardi, c'est Emmanuel Macron à qui est revenue la chance de prendre la parole. Voilà un autre sujet évoqué sur le site VueDailleurs.com. Il s'agit de la précarité des étudiants. Un article de Eddy Puy-Jalon intitulé « Monsieur le Président, le compte n'y est pas ». Lors de sa rencontre récente en janvier avec des étudiants, le chef de l'État a annoncé des mesures, dont un retour en présentiel un jour par semaine pour les étudiants, l'accès à 2 repas par jour à 1 € dans les restaurants universitaires et puis un chèque psy pour les étudiants exposés au mal-être. Est-ce que ces mesures sont suffisantes? C'est ce qui est abordé dans l'article. Avant la crise, on dénombrait déjà un étudiant sur 5 en situation de précarité vivant au-dessous du seuil de pauvreté, ceux dont les parents ont de modestes moyens pour leur payer leur logement et leurs études étaient jusqu'à présent obligés de faire des petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Le problème, c'est que depuis près d'1 an, la plupart de ces emplois dans le tourisme, la restauration ont disparu. Ils sont privés de ressources financières, ils ne peuvent couvrir leurs études. 75% des étudiants avouent avoir des difficultés financières. Alors, des associations, les Restos du Cœur, le Secours populaire accueillent de plus en plus de jeunes depuis le début de la pandémie. Qu'ils puissent avoir des conditions leur permettant de vivre leur jeunesse, d'être motivés, de faire leurs études. C'est tout l'enjeu abordé dans cet article. Il concerne l'acquisition des savoirs et l'égalité des chances. On fait une petite pause pour retrouver la rubrique interview. Restez avec nous. Retour sur le plateau de VueDailleurs.com et nous allons faire un coup de projecteur sur le numérique. Nous avons la chance d'être avec le dirigeant d'un grand acteur de la transformation digitale, Guy Mamou-Mani, co-président du groupe Open. Guy Mamou-Mani, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, pour mémoire, le chiffre d'affaires du groupe, acteur majeur des services du numérique, s'élève à 296 millions pour l'année 2020. Et ce qui est formidable, c'est que vous me disiez en préparant cette interview que les administrations, les secteurs publics sont en train de prendre le virage du numérique. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai que nous avons fini l'année avec un chiffre d'affaires de 296 millions, en baisse d'environ 3%, ce qui, dans le contexte de cette crise, est plutôt une bonne performance. Et
il y a une raison essentielle, c'est que nous travaillons beaucoup avec des secteurs, on va traiter de défensifs, comme les banques assurances, mais surtout le public, ou que nous accompagnons dans la transformation que nous voyons actuellement en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'on voit bien que les services publics sont en train de se numériser, et Open, grâce à un référencement que nous avons, qui s'appelle avec l'UGAP, qui est la centrale d'achat du public, a vraiment accéléré son développement dans ce domaine, en passant d'ailleurs, il y a 3 ans, d'environ 3% de notre chiffre d'affaires à environ 19% cette année. Donc il y a vraiment une demande très très forte, et d'ailleurs qui n'est pas près de s'arrêter. Et vous avez eu de l'intuition, parce qu'il y a d'autres spécialistes du digital qui sont présents dans les secteurs aéronautique, automobile, et pour eux, les mois sont extrêmement difficiles. Donc vous aviez eu le flair d'être présent auprès des administrations, services publics, de la santé, on en parlera. Auriez-vous un exemple d'opération qui montre que ces administrations passent au digital? J'entendais parler de ce que vous avez pu faire sur l'Institut Curie. Est-ce que vous pouvez développer, par exemple? Oui, bien sûr, l'Institut Curie, qui est un hôpital ou un groupe d'hôpitaux bien connus, spécialisés en particulier dans le cancer, eh bien, nous a demandé de réfléchir avec eux, il s'agit du professeur Livardowski, à une sorte de DMP, de dossier médical partagé, mais spécialisé pour l'Institut Curie. Donc, aujourd'hui, tous les patients de l'Institut Curie utilisent une application que nous avons développée en partenariat avec cet hôpital, qui s'appelle MyCurie, et qui permet d'avoir son dossier en ligne. Donc, quand vous prenez un rendez-vous avec votre médecin, eh bien, il a immédiatement l'historique, vos radios, vos analyses, l'ensemble de votre dossier, ce qui permet d'avoir une très très grande efficacité. Et puis, vous planifiez aussi vos rendez-vous sur une très longue période. Donc, tout ça, eh bien, concourt à l'amélioration du système de soins. Alors les applications de votre expertise sont multiples. Moi qui ne me gare pas toujours au bon endroit, je ne peux pas dire que ça me fait plaisir de payer des amendes, mais vous me disiez que là aussi vous avez innové. Comment ça se passe? Eh bien oui, c'est vrai. En fait, Open a accompagné l'Entaille dans le développement de son application, et c'est vrai qu'on peut remarquer une très grande efficacité. J'ai d'ailleurs moi-même demandé au préfet qui gère l'Entaille si je pouvais avoir une carte de fidélité. Ce n'était pas prévu dans l'application. Mais enfin, c'est vrai, et je crois que c'est quand même aussi une preuve d'amélioration du service public, parce que l'Entaille, tout au contraire, cherche plutôt à s'orienter vers, au travers de ces amendes, à améliorer la sécurité des automobilistes. Et je crois qu'ils ont quand même une très très bonne conscience de ce qu'ils font, et je crois que ce travail que nous faisons avec eux, comme avec beaucoup d'administrations, de ministères, beaucoup de régions, de départements, eh bien concourt à améliorer le service public. Et je dis souvent, lorsque je suis en réunion au sein d'Open, que c'est très important pour nous finalement de réconcilier notre business, parce qu'après tout, nous sommes une entreprise commerciale, mais avec une vision citoyenne de notre travail. Et je suis très heureux de pouvoir réconcilier deux choses comme cela qui me tiennent à cœur. Et je rappelle votre ouvrage qui est toujours vrai, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu, parce que vous avez des images, c'est très parlant, et puis des exemples effectivement d'opérations réussies. On est face à un problème, on est face à non pas un mur, mais face à un tsunami. Quels sont ceux qui réussissent? Quelle est la bonne approche quand on ne sait pas par quel bout prendre le numérique? Oui, j'ai voulu illustrer mon dada, puisque vous le savez peut-être, j'ai commencé ma carrière comme professeur de mathématiques, comme enseignant. Donc pour moi, l'éducation, la culturation, la formation sont vraiment l'essentiel. Et par conséquent, quand on se trouve confronté à cette révolution, laquelle nous voyons bien, en particulier depuis la crise sanitaire, l'importance que cela revêt, c'est comme si on avait un tsunami devant nous. Et devant ce tsunami, il y a deux réactions possibles. La première, c'est de se mettre devant, de mettre des sacs de sable, d'essayer de construire des murs, de résister. Eh bien, vous êtes balayé. L'autre réaction, c'est celle que je recommande, évidemment, c'est d'apprendre à surfer. Alors du coup, cette vague devient une vague d'opportunités parce que vous avez été formé. Et je crois que ça, c'était un des points essentiels
Nous savons que la révolution numérique est inéluctable. Nous savons que nous commençons à peine à la vivre. Donc, mettons un maximum de moyens dans l'éducation et la formation pour nous préparer à ces changements. C'est vrai que vous n'avez pas la chemise hawaïenne, mais vous ressemblez effectivement à un surfeur de Malibu. Guy Mamoumani, vous parliez dans votre ouvrage de fonctionnaires, l'image d'Épinal selon laquelle une administration, ça bouge pas. Vous avez fait des belles rencontres et ça avance très vite, cette accélération du digital. Vous parliez notamment de Stéphanie Combe. Il y a des acteurs importants pour faire bouger notre administration. Oui, absolument. Moi, je crois que depuis quelques années, il y a une vraie transformation de la culture, justement, de nos interlocuteurs. Je veux citer Stéphanie Combe, qui est la directrice du Health Data Hub, avec qui nous faisons un travail absolument colossal et vital pour notre pays, puisqu'il s'agit d'améliorer la recherche. Par exemple, il y a actuellement, parmi la 50aine de projets en œuvre dans le Health Data Hub, 4 projets en relation avec la Covid. Donc, on est là vraiment dans le concret. Grâce au numérique, on va pouvoir sauver des vies. Mais je veux aussi citer, par exemple, Régine Diani, qui est la patronne de la IFE, avec laquelle nous travaillons sur tout ce qui tourne autour de la dématérialisation, des relations entre les entreprises et le public. Et on voit que là, nous avons affaire à des femmes de très grande envergure, qui ont une vision de l'utilité publique et de l'État, de la fonction publique, et qui gèrent des projets vraiment de très haute qualité. Et franchement, merci de me donner l'opportunité de souligner que là, on se retrouve aujourd'hui devant une administration qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans. Merci infiniment. Il est coprésident du groupe Open. Il a bousculé son agenda pour parler du numérique parce que c'est un enjeu important pour tous. Guy Mamoumani, merci d'avoir été avec nous et de vous être rendu disponible. Merci de votre attention. Ce site vuedailleurs.com, je vous invite encore à aller le consulter. Merci à tous. Retour sur le plateau de vuedailleurs.com. Je vous le disais, il y a une foultitude d'articles sur des sujets variés sur ce site et on va parler de mer. Alors qu'ils naviguaient dans l'océan Indien, après leur passage à la longitude du Cap des Aiguilles et qu'ils pointaient à 12 heures par 48 degrés 28 sud avec plus de 860 000 d'avance sur le temps du record, eh bien les hommes du Gitana Team ont informé leur équipe à terre d'une avarie sur le safran de flotteur tribord du Géant. On parle bien sûr de navigation après une inspection complète réalisée par David Boileau, le boat captain du bord qui est bien connu. L'annonce est tombée, la mèche de l'appendice était sérieusement endommagée, ce qui ne permettait plus d'utiliser le safran sur cette armure. Et bien cette avarie a obligé l'équipage du Maxi Edmond de Rothschild à interrompre sa tentative de record sur le trophée Jules Verne parce que c'est ce dont il s'agissait. Parallèlement au Vendée Globe, il y avait cette tentative de record. La déception est énorme pour tous car l'équipe voulait ramener ce trophée Jules Verne pour Benjamin de Rothschild. Le financier est décédé il y a 2 semaines. Une belle aventure tout de même qui est racontée sur ce site vuedailleurs.com que je vous invite à retrouver. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du journal vuedailleurs.com et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt sur le plateau de TV Finance. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.